Bien oui, on s'en doutait légèrement. Il y a un petit souci, ou en tout cas une vraie pression sur les directions d'établissement concernant la gestion et l'accompagnement des équipes. Et donc je vous présente Célia Boudjadi et Charlotte Didier. Vous êtes toutes les deux, vous travaillez dans le social depuis très longtemps, depuis le début de votre parcours professionnel et même de vos formations. Vous êtes en train de devenir monitrice éducatrice, éducateur spécialisé, et vous avez lancé un projet d'accompagnement social des équipes, des professionnels qui travaillent dans les établissements et qui sont en formation dans les centres de formation, parce que c'est là que vous avez démarré. Vous démarrez dans un centre de formation sur Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous raconter quelles sont les principales difficultés sociales que vivent les équipes dans les établissements? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez pu évaluer les besoins qu'on vous remonte? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Pour refaire un petit peu le lien avec notre parcours, donc on est toutes les deux travailleuses sociales dans des foyers d'aide sociale à l'enfance. Donc on a évolué avec différents publics, les mineurs non accompagnés, donc les mineurs migrants, la protection judiciaire et de la jeunesse, les personnes en contrat jeune majeur. Et moi, pour faire une petite pause des foyers, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle formation santé. Donc il y a l'un des plus grands IFA spécialisés en gérontologie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui appartient au groupe de la CPPA. Donc j'ai intégré ce groupe. Et Charlotte aussi. Non, pas tout de suite. Au départ, moi, j'étais dans une association qui accompagnait les femmes victimes de violences conjugales et plus exactement dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc c'était des femmes qui étaient déjà sorties du domicile conjugal et qui étaient dans une démarche de réinsertion même professionnelle, qui ne travaillaient pas, et il y en a beaucoup parmi elles qui souhaitaient entrer dans les métiers du soin et qui ne savaient pas vraiment comment s'orienter. Et c'est là qu'on a fait le lien, parce que Célia, de son côté, au centre de formation, avait beaucoup de femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Donc des réalités sociales très dures. Aujourd'hui, vous avez pu caractériser globalement les attentes. Quels sont les besoins? Il y a énormément de problèmes de titre de séjour aussi. Il faut savoir que les aides-soignants, ils rentrent en formation, on ne leur demande pas encore d'avoir un titre de séjour valide. Il faut qu'ils le soient à la fin pour la DRET. La formation, elle est longue, elle dure 18 mois. On n'est pas sûr que le renouvellement du titre de séjour va être fait. On a des aides-soignantes en formation qui sont en très grande précarité, au centre de formation qui ne mangent pas à midi, elles restent dans l'amphithéâtre, elles n'ont pas accès à la sécurité sociale pour certaines, de la violence conjugale et beaucoup de précarité au domicile. Donc on est intervenu sur... C'est ça essentiellement la réalité de ce que vous accompagnez. Est-ce que cette réalité-là, c'est la même dans les établissements aussi? Les stagiaires du centre de formation d'aujourd'hui, c'est les salariés de demain finalement, dans les EHPAD. Les problématiques qu'elles rencontrent aujourd'hui, si elles ne sont pas réglées, elles seront après sur leur lieu de travail. Donc c'est comment on anticipe pour qu'une fois qu'elles finissent la formation, elles peuvent être des salariés épanouis et sans le reste et la charge mentale quand elles rentrent chez elles. C'est même d'ailleurs des salariés déjà des entreprises, parce qu'au centre de formation, il y en a qui sont en contrat professionnel. En VAE. Et du coup, ils sont déjà salariés dans les EHPAD. Et en apprentissage. Ouais. Et donc, vous avez une particularité dans l'accompagnement, parce que des services qui accompagnent des salariés, il y en existe déjà beaucoup. Des services publics aussi, autour de la CAF, autour des groupes de protection sociale, des mutuelles, etc. Il existe déjà beaucoup de choses, sauf que ce n'est pas si simple pour elles. Et vous, quelle est la particularité de votre accompagnement? Racontez. Alors, nous, déjà, on n'est pas assistante sociale. On insiste là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, même culturellement, les aides-soignantes, c'est souvent des personnes issues de la migration. Et elles nous disent, on ne va pas aller toquer à la porte d'une assistante sociale, on ne va pas aller toquer à la porte d'une psychologue, parce que en fait, c'est pas dans nos coutumes. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller vers elles. C'est-à-dire que quand il va y avoir une rentrée, pour chaque promo, on va intervenir dans l'amphithéâtre, on va se présenter, on va leur expliquer ce qu'on fait, on va aller partager les pauses avec elles, on va aller manger avec elles le midi, on va aller au contact, nous, avec elles. Alors que si on était en tant qu'assistante sociale, on serait dans notre bureau, on attendrait qu'elles viennent prendre rendez-vous, mais en fait, ça ne marche pas. C'est à nous d'aller vers elles. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est plus le travail de
père aidant, j'ai envie de dire, parce que comme nous, de l'autre côté, on est aussi travailleur social, on sait très bien que si on ne prend pas soin de nous, on va être, malgré nous, maltraitant en fait, avec les personnes qu'on accompagne, et elles, c'est la même chose. Donc la grande particularité de votre accompagnement, c'est que vous allez vers les salariés, vers les futurs salariés ou les salariés, et que vous m'avez expliqué qu'il faut il faut accepter d'être à leur côté, quitte à vous dévoiler, vous, dans votre vie privée, pour pouvoir justement créer le lien. Bien sûr, c'est énormément de temps informel et on partage d'autres choses. On partage nos grossesses, ils partagent les mariages de leurs enfants, on parle d'autres choses, on mange avec elles, on parle musique, on parle... D'autres qui nous parlent de comment ça se passe avec leur mari, avec leur conjoint, on parle de sexualité. Et ce qui fait que vu qu'on est avec elles toute la journée, et qu'on a des groupes WhatsApp et qu'on communique avec elles quand elles ont un examen, qu'on leur dit bonne chance, bon courage. Si je sais qu'il y en a une qui va se marier, je vais lui envoyer un message. Ce qui fait que du coup, on est légitime pour aller les voir. Un exemple, une qui a des bleus sur le corps, moi je le sais, je le vois parce que je parle avec elle, je vois qu'elle est pas bien. Moi j'ai cette légitimité d'aller la voir, de faire une pause café, de lui dire bon, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, vous avez pu vous tisser des liens très fins, très personnel avec les équipes qui acceptent d'être en lien avec vous. Et grâce à cet accompagnement-là, vous les orientez et vous leur permettez d'éviter de perdre le titre de séjour et donc de perdre le diplôme. Vous leur évitez et vous leur retrouvez les moyens de se reloger ou en tout cas en cas d'urgence vis-à-vis des violences, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers résultats de votre accompagnement? Ça fait plus d'1 an maintenant. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au centre de formation, moi quand je l'ai intégré, c'était pas du tout pour faire du social. J'étais là-bas en tant que chargée de suivi et succès apprenant, donc c'était pas du tout, j'y étais pas pour ça. J'ai intégré le centre en décembre 2022 et en fait, jusqu'en janvier 2024, ça a été un travail en sous-marin, infiltration, où les chefs n'étaient pas au courant, personne n'était un petit peu au courant, et donc du coup, ça m'a permis, pendant l'année et demie, de faire des chiffres et de faire rendre compte que de 2022 à 2023, il y avait tant d'abandons. Donc on était à une trentaine d'abandons de la formation, donc des employeurs qui avaient plus de salariés aussi chez eux. Et avec notre accompagnement, après les 1 an et demi, on était à 8 abandons, donc une diminution de plus de 50%, même plus, du taux d'abandon. Donc une meilleure image du centre de formation auprès des employeurs, parce que du coup on leur fait un peu plus confiance, les gens ils partent pas, ils se mettent pas en arrêt maladie, ils viennent en formation. Et ça c'est le plus gros des résultats, c'est celui-là. C'est le maintien en formation, le maintien auprès des employeurs à l'EHPAD en tant que salarié. Donc, voilà. Mais on a des exemples concrets. On a accompagné par exemple un apprenant qui, quand il a commencé sa formation, n'avait pas de domicile, il dormait dans sa voiture depuis 2 mois. Et en fait, on a trouvé une solution pour qu'il puisse être logé. Il a intégré un foyer jeunes travailleurs en parallèle et depuis qu'il a un loyer à payer, du coup, il fait des heures supplémentaires au travail et il a envie de les faire. Ça lui fait plaisir de les faire aussi. Parce que et sa donc situation voilà, est plus stable. en tout cas, on va devoir s'arrêter là pour cette première séquence. Parmi les problèmes RH, il y a des problèmes de charge mentale, des problèmes de surcharge mentale de la part des équipes. Et donc un exemple de service social d'accompagnement en soutien, en appui, c'est ce que vous proposez. Merci beaucoup.